Donc, Aix-en-Provence est une ville magnifique pour parler de la vie éternelle. Évidemment, vous l'avez vu en traversant et en venant ici. La vie éternelle, c'est un vieux rêve de l'humanité, depuis toutes les religions, jusqu'à l'élixir de jouvence. On en parle, tous les scientifiques en ont parlé, même Darwin a dit que l'évolution de l'homme n'était pas achevée. Et donc je suis ravi d'avoir l'occasion, et je remercie Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, d'avoir prévu ce débat et de l'avoir confié au modeste directeur de la Tribune que je suis, parce que ce sont des sujets qu'à la Tribune on regarde de près, ce sont des disruptions, comme on dit, essentielles pour notre avenir. On va donc se poser la question, serons-nous encore des humains? Et alors, qu'est-ce que nous allons devenir si nous n'étions plus des humains? Je me suis posé la question, donc des inhumains, des surhumains, des surhommes ou des surfemmes. Cette question, elle est quand même aujourd'hui actuelle parce qu'il y a des gens, particulièrement en Californie, dans la Silicon Valley aujourd'hui, qui professent cette idée que l'homme est une machine. Ils ont une vision assez matérialiste, finalement, moniste. L'homme est une machine et on peut l'améliorer, on pourrait l'améliorer, on pourrait l'augmenter. Et c'est vrai que dans le domaine de la santé en particulier, on voit bien que par tous les progrès de la médecine, ces sujets sont tout à fait véridiques. Il y a Google qui a créé une filiale qui s'appelle Calico qui veut augmenter notre espérance de vie. Il y a Elon Musk qui ne fait pas que des voitures électriques autonomes, qui voudrait qu'on puisse implanter des puces dans le cerveau pour le télécharger dans des ordinateurs. Donc c'est le rêve, entre guillemets, transhumaniste. Il y a une personne qui s'appelle Ray Kurzweil, qui est chez Google aussi d'ailleurs, qui travaille sur ces sujets, qui est également à l'université de la singularité en Californie et qui veut effectivement vivre assez longtemps dans l'espoir qu'on puisse télécharger son esprit dans un ordinateur, ou sa conscience, parce que le mot esprit est peut-être trop spirituel. Il veut aussi ressusciter son père, je ne sais pas si vous savez ça, j'ai découvert ça. Un économiste, Francis Fukuyama, a dit que cette idée était l'idée la plus dangereuse du monde. Donc on va en débattre, parce qu'effectivement, ça soulève beaucoup de questions. Il y a des travaux qui sont aujourd'hui dans le domaine de la génétique, de l'ADN. On a réussi à inventer ce qu'on appelle un ciseau génétique. Des chercheurs chinois sont parvenus à modifier le génome d'embryons humains viables. Donc on est à un moment de l'humanité quand même où cette question, qui est posée par le Cercle des économistes, mérite vraiment d'être posée et d'être discutée. Alors pour en parler, on a un plateau absolument exceptionnel. Pierre-Yves Joffard, qui dirige l'École d'économie de Paris, va faire une introduction dans quelques minutes. Nous avons Paul Jorion, qui est auteur, qui est anthropologue. Il ne parle pas que de finance, il a aussi écrit un livre sur la survie de l'espèce. Et il fera une introduction tout à l'heure. Nous avons Guy Valencien, qui est chirurgien, membre de l'Académie de médecine, de l'Académie de chirurgie. Il a fondé une conférence qui s'appelle le CHAM, qui est une convention professionnelle sur la santé. Il a écrit un livre qui s'appelle Homo Artificialis, plaidoyer pour un humanisme numérique. Il interviendra également. Nous avons Philippe Lamoureux, qui est directeur général du LEM, donc, qui représente l'industrie, la gentille industrie du médicament. Et évidemment, on en parlera. Et nous avons le plaisir d'accueillir Agnès Buzyn, qui est ministre des Solidarités et de la Santé, qui est elle-même médecin, qui va intervenir. Et je pense que c'est très intéressant d'écouter ce qu'elle a à dire, parce que ce sont également des sujets de régulation, des sujets d'éthique qui sont posés. Alors peut-être, Pierre-Yves, quelques minutes de présentation et on entame le débat. Oui, bonjour, bienvenue à tous. Donc quelques mots introductifs. Donc, comme l'a rappelé Philippe, je suis économiste, donc la seule chose que j'essaie de faire, c'est de poser quelques questions, sans forcément essayer d'y répondre. Donc autour de ces questions sur serons-nous encore humains? D'abord, l'interrogation, c'est est-ce qu'on va être plus humain dans les deux sens du terme? C'est-à-dire est-ce qu'on va être davantage humain ou est-ce qu'on ne va plus être humain? Et là, ça interroge évidemment, on est conduit de s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire qu'être humain, qu'est-ce que ça voudra dire demain être humain. Donc on va parler de technologies qui étendent, on a dit qui augmentent l'humain, de cet humain étendu. Mais est-ce qu'on parle de technologies qui réparent des corps et qui ramènent un corps qui peut être, un corps ou un esprit d'ailleurs, mais qui peut être
qui peut être amoindri, qui peut être abîmé par la maladie, ou est-ce qu'on va, au contraire, étendre des corps qui nous paraissent en fonctionnement normal aujourd'hui pour leur donner des fonctionnalités additionnelles? Et ça, c'est quand même ça soulève deux questions assez radicalement différentes. C'est-à-dire que essayer de lutter contre la mort, lutter contre la maladie, ça fait partie du destin de notre espèce. On a toujours, et on continuera à le faire, à essayer de repousser les frontières de la mort et de la maladie, à essayer de vivre mieux, essayer de vivre plus longtemps. Mais est-ce que, lorsqu'on parle de transhumanisme, est-ce qu'il s'agit simplement, on va dire est-ce qu'il s'agit simplement de permettre aux personnes qui ont perdu un bras, de retrouver le bras qu'ils ont perdu et donc d'avoir deux bras, ou est-ce qu'il s'agit de donner la possibilité à ceux qui ont deux bras d'en avoir un troisième ou un quatrième? Donc ça, on est plus... alors, on est conduit aussi à s'interroger sur cette norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la norme, c'est d'avoir deux bras. Demain, quelle sera la norme? Alors évidemment, quand on parle de bras, vous vous dites qu'est-ce qu'il raconte, mais lorsqu'on parle de capacités cognitives étendues, lorsqu'on parle de fonctions cellulaires qui sont reprogrammées, quelle va être la norme? C'est-à-dire, est-ce que la norme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'être humain, qu'avoir un corps normal auquel on s'attend? Qu'est-ce que c'est que cette norme? Est-ce que cette norme-là, elle-même, va changer et va être affectée par l'évolution des technologies? Alors je vois un signe stop. Donc simplement quelques interrogations sur ces innovations technologiques. Aristote, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Donc est-ce que ces technologies vont bénéficier à tout le monde? Est-ce qu'elles vont être au contraire réservées à quelques-uns? Par ailleurs, on dit si on ne le fait pas nous, d'autres le feront. Ça, c'est quel que soit bien ou pas, quel que soit le sens qu'on donne aussi au mot bien. Donc ça veut dire qu'il faut le faire, parce que sinon d'autres le feront de toute façon. Alors ça, on a déjà entendu ce discours dans d'autres domaines. Est-ce qu'on peut s'en satisfaire? Est-ce qu'on ne peut pas, au contraire, essayer d'y réfléchir? Et puis aussi toutes les implications économiques que peuvent avoir. Mais ça, je crois qu'on n'aura pas énormément le temps d'en discuter, mais dans une société où on vit de plus en plus longtemps, sans atteindre forcément l'immortalité, mais si on augmente la quantité de vie de manière très importante, eh ben ça veut dire qu'il faut réfléchir à l'ensemble de l'organisation économique et sociale. Le temps d'apprentissage ne sera pas le même, le temps de vie productive et le temps de repos ne seront pas, l'articulation de ces différents temps ne seront pas les mêmes, mais je ne pense pas que nous aurons le temps de parler de ça. Donc, interrogeons-nous sur les normes. Deux, sur ce que c'est qu'être humain. Deux, eh bien, quelles sont les évolutions à prévoir et comment essayer d'encourager évidemment les innovations dont on pense qu'elles seront bonnes pour les sociétés et décourager les autres. Voilà un peu les questions auxquelles on va essayer de réfléchir aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je passe la parole au premier intervenant qui est Paul Jorion. Alors Paul, justement, donc on va commencer par vous. Qu'est-ce qu'être humain, justement, et en quoi les nouvelles technologies défient-elles l'humanité? Oui, mais très rapidement, évidemment, nous n'avons pas beaucoup le temps. Nous n'avons pas le temps qu'il nous serait nécessaire pour couvrir les questions qui se posent. La première remarque à faire, c'est il faut partir de cette réflexion de Jean-Jacques Rousseau quand il dit que ce qui nous distingue des autres animaux, c'est le fait que nous avons une conscience de notre mort individuelle. La question malheureusement se pose maintenant peut-être de la mort de l'espèce en tant que telle, mais jusqu'ici, les générations qui nous ont précédés, la question qui se pose, c'est la mort individuelle. Alors, nous n'avons pas, en tant qu'espèce, trouvé une réponse vraiment satisfaisante et surtout pas une réponse unifiée. Il n'y a que la Chine à proprement parler qui a créé une civilisation où les gens s'accommodent du fait qu'ils mourront un jour et se perçoivent, je dirais, sans projection nécessaire dans un autre monde. D'autres cultures, comme la nôtre, ont trouvé comme solution de dire que la mortalité individuelle est en fait une illusion parce que le problème sera résolu par une immortalité dans un autre monde. Donc, différentes approches possibles. Mais
une interrogation qui est celle que l'enfant découvre. Nous allons mourir un jour en tant qu'individu, même si c'est dans un avenir qui paraît assez éloigné. Donc jusqu'ici, c'est sur le plan purement intellectuel que nous avons essayé de résoudre cette question. Et là, se dessine depuis quelque temps, depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années, la possibilité peut-être de résoudre sur un plan purement technique la question de la mortalité individuelle, c'est-à-dire de la supprimer. Alors, il y a un courant particulier, effectivement, on a cité le nom déjà, le transhumanisme, qui nous dit la chose suivante. Si nous percevons un manque de signification, un manque de sens général à notre vie, c'est du fait de cette mortalité individuelle. Et nous allons résoudre ce problème techniquement, et la vie prendra un sens par rapport à cette immortalité qui sera la nôtre. C'est une approche possible. À mon sens, il y a une naïveté sur le plan justement de la réflexion. Le manque de sens, il est dans le monde, selon moi, comme un donné, et le fait de vivre éternellement ne sera pas la solution. Mais comme la solution technique apparaît possible, il faut que nous envisagions ses conséquences. Alors, une petite remarque en passant. Nous n'avons pas, en tant qu'espèce, créer un contexte dans lequel un contrôle de l'innovation a véritablement lieu. Il y a ici et là des conseils d'éthique qui jugent de telle et telle question, mais ils ne sont pas unifiés sur un plan international, et cela a déjà été dit tout à l'heure. Des choses que nous refuserons peut-être de faire, la Chine décidera peut-être de les faire, et donc elles se feront, elles deviendront disponibles. Alors, autre trait de notre espèce, quand une innovation est là, eh bien, il suffit qu'il y ait quelqu'un pour l'acheter, pour qu'un marché se crée et pour que l'innovation devienne disponible. Et malheureusement, dans nos sociétés, quand une objection morale fondamentale se pose à propos d'une question et qu'un conseil d'éthique éventuellement décide qu'on ne mettra pas en application, ne mettra pas en œuvre une nouvelle invention, il y a du côté des ministères de la Défense, il y a du côté des armées des raisons de défense nationale, ou parfois je dirais d'offensive nationale, qui font que des innovations seront faites de toute manière. Et nous le savons, nous le répétons aux enfants des écoles, les grandes inventions sont faites en temps de guerre et se répandent ensuite dans la population civile par la suite. Et c'est ce que nous constatons en ce moment. Si nous ne voulons pas faire quelque chose parce que ça nous paraît critiquable sur le plan éthique, assurez-vous que la DARPA aux États-Unis, en particulier, mais c'est le cas de d'autres ministères de la Défense ailleurs, finance des recherches dans ce sens de toute manière, et que peut-être à longue échéance, peut-être pas immédiatement, ces inventions se répandront dans la population. Donc, obstacle de fait, une innovation se répand nécessairement du fait des différences nationales, du fait que les marchés ont un certain type de considération et que les armées en ont une autre. Je termine tout de suite, parce que ces questions, c'est bien entendu interminables. On y reviendra dans le débat, ne vous inquiétez voilà, pas. Deux petits points simplement en conclusion. La question qui se pose à nous de la connexion possible ou non d'artifices, de membres artificiels, d'implantation de puces dans les cerveaux, la question de la connexion ou non de ces choses avec le fonctionnement tel que nous sommes. L'idée du cyborg, c'est une idée de la science-fiction, mais il n'est pas sûr que ce soit réalisable dans tous les cas. L'immortalité, la question se pose à nous, est-ce que nous devons essayer de la mettre en place, de la faire fonctionner, de la faire apparaître, ou est-ce que c'est quelque chose, ce sera toujours peut-être la poursuite intellectuelle de quelques excentriques, et nous aurons peut-être dans l'avenir une population avec les gens normaux qui meurent naturellement et quelques excentriques ici ou là sur une île de Polynésie qui s'efforcent de vivre éternellement. Merci. Merci Paul. Je vous propose une chose, vous applaudirez à la fin, parce que ça sera bien sûr remarquable. Guy Valencien, je vous montre la une de Time. Elle date d'il y a quelques années, 2013 je crois. 2045, The Year Man Becomes Immortal, avec une présentation à la Matrix. En même temps, vous êtes médecin, vous savez bien qu'il y a une barrière naturelle, 120 ans, Jeanne Calment, enfin... cette barrière naturelle paraît quand même difficile à dépasser. Donc qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce que disent les scientifiques, les médecins sur cette question de la recherche de l'augmentation de l'espérance de vie? Est-ce que les technologies actuelles permettent effectivement de guérir
de maladies qui, aujourd'hui, sont mortelles. Oui, oui, bien sûr, mais ça fait un moment. Heureusement que la médecine a une certaine puissance, sinon on serait voué aux gémonies. Non, ce qui se passe, la vraie question est celle-là. Autant tous les progrès scientifiques doivent être mis en place et acceptés pour réparer l'homme, la femme ou l'enfant blessé, handicapé, mal formé ou malade, autant je m'oppose totalement à l'augmentation de ce qu'on appelle l'homme sain. Pour des raisons très simples. C'est que, pour l'instant, quand on voit ce qui se passe dans le monde, nous sommes sous la coupe d'un capitalisme cognitif hyper puissant, où les plateformistes, ce qu'on appelle les GAFA, que vous connaissez bien, ou les Baxt en Chine, les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, sont là à vous regarder. Moi, à l'âge que j'ai, malheureusement, quand je tape sur Internet, je me retrouve toujours avec des pubs pour obsèques, des baignoires sans porte, avec porte, des fauteuils roulants et des escalators d'intérieur. Je commence à en avoir marre, parce qu'on me surveille, on m'épie au quotidien. Et quand je vois que certains voudraient qu'on nous connecte dans un cloud rose éthéré, je ne sais où, je vois ce que donneront les hackers. Et je vois qu'on nous poussera à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Je refuse absolument l'augmentation de l'homme sain, alors que j'accepte, et sans principe de précaution, vous avez le droit d'applaudir. Et sans principe de précaution aucun, que la recherche poursuit pour aider celles et ceux qui pourraient obtenir plus de liberté et d'autonomie dans leur vie. Voilà la réalité. Mais nous sommes face à des fous. Mais sachez-le bien, la quasi-totalité des patrons de la Silicon Valley sont des transhumanistes invétérés. Et quand Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, le fondateur de Facebook, vous dit que dans 2100, il aura éradiqué les maladies, on est dans le délire. Alors bien sûr que ça fait rêver, mais c'est un mensonge horrible, parce que c'est faux, totalement faux. Donc on embarque les gens dans une espèce de rêve incroyable. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans ce monde-là, on ne parle jamais d'amour. On parle de quantité, on parle de QI, de quotient intellectuel. Et c'est vrai que Philippe Mabille l'a dit, en Chine, des centaines de gamins, on a séquencé le génome de centaines de gamins qui avaient déjà un QI de 130, dont des surdoués, pour voir comment on pourrait faire avec des petits ciseaux moléculaires des gamins à QI de 160. On est dans le quantitatif pur, on n'est pas dans la densité d'être. Or, la densité d'être, c'est l'amour. Et quand vous regardez, dans ce monde-là, on ne parle jamais de ça. Jamais de partage, jamais d'échange. Et pendant qu'on est en train de délirer dans ces domaines-là, des millions d'enfants crèvent dans la corne de l'Afrique. C'est ça le drame de l'humanité aujourd'hui. Et je ne veux pas, je suis prêt à ce que toutes ces technologies soient à la disposition de l'homme, mais non pas, je ne veux pas, moi, m'augmenter. Alors oui, je suis déjà cyborg, j'ai des prothèses, des implants, très bien, mais c'est parce que j'étais malade et que je reviens à peu près à une autonomie qui me permet d'être avec vous. Ça, d'accord, mais attention au passage à la transformation. C'est un énorme business et les États sont à la ramasse. Ils ne savent pas quoi dire. C'est pour ça que j'ai écrit au président de la République en lui disant qu'il fallait qu'il organise une COP, une Convention of Parties digitale sur ces problèmes cruciaux. C'est beaucoup plus important et urgent de s'en occuper que du réchauffement climatique. Je suis désolé. Vous ne vous rendez pas compte de tout. On peut peut-être faire les deux. On peut peut-être faire les deux. C'est beaucoup plus urgent. La Terre se réchauffera de toute façon, même si on ne fait rien. Et si on le fait, ça sera peut-être un peu plus lent. Mais là c'est nous-mêmes qui, à ce point-là, sommes capables de nous introduire les uns dans les autres par des systèmes experts numériques et digitaux qui sont terrifiants. Sachez bien que, comme vous l'avez cité, la DARPA américaine, l'agence de la recherche avancée de la défense américaine, finance à millions de dollars les Google, Apple et les startups de la Silicon Valley pour dominer le monde et nous envoyer des drones qui aujourd'hui sont capables non seulement d'aller sur la cible, mais de décider du tir eux-mêmes. L'homme n'existe plus. Donc méfions-nous de ces choses-là et sachons accepter le progrès. Au contraire, moi, chirurgien, quand il y a 20 ans, quand j'étais jeune chirurgien à la Pitié, où j'étais debout à la table d'opération, plongeant mes mains dans le corps du malade pour lui extraire un cancer, je n'imaginais pas que 20 ans après, je me retrouverais à 3 mètres de la même table d'opération avec une vision 3D augmentée exceptionnelle et des joysticks qui me permettent de télémanipuler. Je suis un être fragile et faible. Ma main ne fait que 200 degrés, alors que le bras télémanipulé en fait 360. Donc oui, tous les outils doivent être à disposition pour réparer, mais je ne veux pas augmenter. Alors, Guy, une question pour prolonger rapidement. Quel est l'état de l'art? Qu'est-ce qu'on sait faire déjà aujourd'hui, qui paraissait de la science-fiction il y a quelques années, dans le domaine de la réparation de l'homme? On sait faire. Alors, sur le plan génétique, il y a plein de choses qui se font, avec
attention, beaucoup là encore de rêves et de délire par rapport aux résultats affichés, car c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, mais on le fait, on est capable, on a des rétines artificielles, et voilà ce qui va se passer. Dans 10 ans, vous voyez la petite Sophie qui revient de classe avec, non pas son cartable, mais sa tablette sous le bras, et qui dit à sa maman, tu sais maman, Caroline, ma copine de pupitre, elle voit la nuit, parce que son papa lui a offert des rétines à infrarouge. Que va dire la mère? Posez-vous la question, parce qu'elle est là. On a les outils pour ça. Pour ça que je dis que c'est beaucoup plus dangereux que le reste. Qu'est-ce que va dire la mère? Ma fille, tu restes une sous-femme. Au contraire, je vais t'augmenter aussi. Voilà la question. Nous avons tous les outils pour devenir des êtres plus intelligents ou physiquement plus forts. Ce qui est étonnant, c'est que, Philippe, dans le sport, aujourd'hui, on interdit les anabolisants biochimiques et on accepterait les anabolisants numériques, mais on est délirants. Nous sommes des schizophrènes. Donc faites attention et soyez prudents. Allez, on va prolonger le débat tout à l'heure. Pour continuer le tour de table, évidemment, impossible de ne pas parler de ce sujet sans donner la parole à l'industrie du médicament. Donc Philippe Lamoureux, vous dirigez l'EM, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat sur l'industrie du médicament, sur ce qu'elle est capable de produire, sur le financement du médicament, sur le prix aussi du médicament, puisqu'on a parlé, quand même, là pour le coup, on est dans un débat économique, c'est l'accès à ces nouveaux médicaments. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces éléments de recherche et sur ce que vous pensez aussi de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire du rêve du médicament ultime, la pilule de jouvence? Oui, merci. Alors, vous l'avez compris dans la présentation qui vient d'être faite, mon rôle, c'est de vous ramener sur Terre. Voilà. Donc, effectivement, quand on écoute ce qu'on vient d'entendre, on se dit que le transhumanisme, c'est même pas demain, c'est aujourd'hui. Vous parliez de Kurzweil, on peut aussi parler, je regardais ce que disait par exemple un prof anglais de cybernétique, Ken Warwick, qui lui nous promet la télépathie à portée de puces implantées dans le cerveau pour 2020, et qui nous promet toute une liste de bouleversements. En 2030, les imprimantes 3D seront utilisées dans les hôpitaux pour imprimer des organes humains. En 2032, des nanorobots, c'est très précis, 2032, apporteront des substances nutritives aux cellules humaines et joueront les aspirateurs de déchets. Ils pourront scanner le cerveau sous toutes ses coutures, ce qui permettra d'en comprendre le fonctionnement et de pouvoir enfin soigner des maladies comme Alzheimer et Parkinson. Donc ça, c'est évidemment les lendemains qui chantent, peut-être le meilleur du progrès, mais il y a derrière ça, comme l'a très bien dit Guy, le pire, c'est-à-dire une société de la performance, toujours plus de mémoire, toujours plus de muscles, toujours plus d'intelligence, toujours plus de jeunesse, et donc forcément, comme l'a dit Guy également, une société à 2 voire 3 vitesses, avec des soins réservés à ceux qui pourront se le permettre, et donc effectivement un homme immortel, augmenté, amélioré, perpétuellement jeune, mais l'homme du futur sera-t-il encore humain et au sens qui définit l'humanité, au sens que nous utilisons dans notre civilisation. Ce sont des questions qui n'ont pas été envisagées par les philosophes classiques, et ça nous ouvre ce débat sur la trans ou la post-humanité. Mais malheureusement ou heureusement, et pour revenir à votre question, et je vous en laisse juge, pour le moment, nous sommes des êtres humains de 2017. Et nous sommes toujours confrontés au cancer, au diabète, aux infections, à la dépression, etc., etc. Et c'est vrai que quand on regarde le paysage actuel, et c'était le sens de votre question, nous sommes effectivement en face de magnifiques avancées thérapeutiques avec des sauts disruptifs dont on mesure aujourd'hui l'ampleur. L'immunothérapie révolutionne le traitement des cancers, nous en parlions tout à l'heure avec Madame la Ministre. Les médicaments sont pratiquement réalisés sur mesure en fonction du profil génétique du malade. Les nouveaux antiviraux révolutionnent la prise en charge du sida, guérissent l'hépatite C, les vaccins s'attaquent à la dengue, s'attaquent aux zoonoses, et donc c'est un paysage qui se transforme. Il impacte nos modes de collaboration, il impacte nos modes de partenariat. C'est un monde qui est en train de s'ouvrir devant nous et que nous découvrons. Évidemment, et c'est le dernier aspect de votre question, tout ceci a un prix, le prix du progrès. Où placer le curseur? Comment procéder à une redéfinition de la solidarité? Je ne perds pas de vue que le thème de ces journées, c'est évidemment l'économie. Et donc, est-ce que ce progrès va mettre en cause la soutenabilité de notre système, de nos systèmes de protection sociale? Il y a deux analyses qui s'opposent.
d'un côté les Cassandres qui prédisent la dégradation inéluctable de notre système de santé et les menaces rémanentes sur l'égalité d'accès aux soins. Et puis de l'autre côté, je donnerai les droits d'auteur à qui de droit, je dirais les constructifs optimistes, dont je fais partie, qui voient plutôt dans le progrès thérapeutique une formidable opportunité de développement, d'efficience et de modernisation du secteur de la santé. Et en réalité, moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'on est en face d'une vague d'innovation qui correspond à peu près aujourd'hui à ce qu'a représenté la Renaissance dans l'évolution de l'histoire de l'art. Et nous avons un progrès thérapeutique qui évolue extrêmement rapidement et nous avons un système économique qui n'évolue pas au même rythme. Et cette discordance des rythmes va nous poser une difficulté parce qu'effectivement, nous avons un système de santé qui ne restitue pas les gains d'efficience, qui ne s'adapte pas suffisamment rapidement. Et donc l'avenir, c'est peut-être le transhumanisme, c'est peut-être le progrès technique, mais c'est aussi l'adaptation de nos systèmes économiques pour faire face à ces enjeux. Donc plus de souplesse, plus d'agilité. Par exemple, il faut se poser des questions comme celle de l'annualité de la loi de financement de la sécurité sociale. Est-elle la meilleure façon de préparer la santé à 5 ans ou à 10 ans? L'hospitalocentrisme est-il toujours de mise dans notre pays? 36% des dépenses de santé en France contre 29% dans la moyenne de l'OCDE. Alors pour ne pas vous laisser sur des chiffres arides et économiques, je crois qu'il y a quelqu'un sur cette question du transhumanisme qui a dit des choses très vraies. Malgré tout, il y a 2 siècles, c'est Emmanuel Kant. Kant disait « Agis de telle sorte que le principe de ton action puisse être érigé en norme universelle ». Et je crois que c'est peut-être une façon de répondre aussi à la question que vous nous posiez. Absolument. Merci beaucoup. Alors, Madame la Ministre, donc peut-être vous demander de réagir dans un premier temps, puis on va débattre, puis si on a un peu de temps avec la salle. Peut-être citer, vous connaissez tous Aldous Huxley, qui a écrit Le meilleur des mondes, où on sélectionne de façon génétique et dans des espèces de, je ne sais pas quoi, enfin, dans des incubateurs, on pourrait dire, des hommes ou des femmes en fonction de leur fonction. Mais vous connaissez peut-être pas son frère, Julian Huxley, qui était biologiste et qui, en 1957, a donné la première définition du mot, c'est le premier, d'après ce que j'ai trouvé en tout cas, à utiliser le mot transhumanisme. Et il disait, c'est un homme, une femme, un homme qui reste un homme, mais se transcende lui-même en déployant de nouveaux possibles de et pour sa nature humaine. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même une vision assez matérialiste, on l'a dit, d'un homme-machine qu'on peut augmenter. Qu'est-ce que la ministre de la Santé et des Solidarités pense de tout cela? Et aussi, peut-être, vous posez la question, elle a été évoquée, est-ce qu'il faut, parce qu'on voit bien, c'est comme la finance, soit on a une agence internationale qui régule ce qui se fait, sinon on se doute bien que soit des militaires, soit certains pays le font et le feront, et on a parlé de la Chine. Il y a un vrai problème, effectivement, là, de régulation mondiale, de fixer des limites avant qu'il ne soit trop tard. Merci de la question. Par rapport à la question que vous posez sur le transhumanisme, c'est vrai qu'on a l'impression que dans cette définition, on a oublié ce qu'était un homme. On a oublié ce qu'est une humanité, c'est-à-dire l'émotion, ce qui fait la relation avec les autres. On voit l'homme comme un être vivant, désincarné en fait. Or, je crois que ce que nous souhaitons tous dans cette société, c'est justement le développement de la relation à l'autre et d'une humanité retrouvée. Donc j'ai l'impression que ces gens sont sur une voie parallèle aux espérances de la majorité des jeunes qui sont en quête de sens et en quête d'humanité et pas en quête d'un transhumanisme ou d'une vie prolongée. J'ai 4 façons de voir le problème. La première, c'est en tant que citoyenne, en tant que personne. Est-ce que j'ai envie de vivre plus longtemps ou est-ce que j'ai envie d'améliorer la qualité de vie? Aujourd'hui, notre espérance de vie a augmenté de plus de 16 ans entre 1950 et maintenant. Les femmes vivent jusqu'à 85 ans, les hommes jusqu'à 79 ans, et chaque année, notre espérance de vie augmente. Et pourtant, notre espérance de vie en bonne santé n'augmente pas tant que ça. Donc, il faut que les progrès de la médecine répondent à la qualité de vie, probablement pas à la durée de vie. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, elle est peut-être en tant que mère.
Je me dis, qu'est-ce que serait une société où nous serions immortels? Quelle serait la relation que nous aurions avec nos enfants? Qu'est-ce qu'on transmet? Quelle est l'utilité de l'enfant? Parce que l'enfant, c'est la prolongation de soi. Donner la vie, c'est pour la prolongation de l'espèce, c'est la transmission. On a l'espoir que ces enfants seront meilleurs. Est-ce que le but, c'est que nous soyons là, à la place de nos enfants? Vaste question qui m'interpelle. Ensuite, peut-être une remarque en tant que médecin. Quel est le rôle du médecin dans un monde où le transhumanisme existerait avec des hommes augmentés? Est-ce que nous sommes là pour simplement donner de l'accompagnement, de l'empathie? Est-ce qu'on est là comme des techniciens, rajouter des objets connectés dans le corps de l'autre? Comment se situerait la nouvelle médecine dans un monde complètement techno-avancé? Je ne sais pas comment l'appeler. Troisième remarque en tant que chercheur, parce que j'ai fait pas mal de recherches fondamentales dans ma vie, il y a une évolution technologique dont on n'a pas parlé ce matin, qui est probablement la plus grande révolution de ces dernières années, bien au-delà de l'homme augmenté. C'est une découverte qui va probablement valoir le prix Nobel à deux femmes, une américaine et une française, Emmanuelle Charpentier. C'est la découverte d'un système qui s'appelle CRISPR-Cas9. Alors pour ceux qui sont scientifiques, ils savent de quoi je parle. En fait, ce sont des ciseaux moléculaires qui sont capables de couper l'ADN et qui nous permettent de faire n'importe quelle transformation génétique maintenant dans le génome humain. Et c'est ça qui effraie le plus les chercheurs. Je dirais plus encore que le transhumanisme, c'est qu'est-ce qu'on va être capable de faire dans notre génome? Et là, c'est là où en Chine, on a entendu parler de chercheurs qui voulaient travailler sur des embryons humains. Bon, c'est une très grande inquiétude. C'est à la fois un progrès extraordinaire pour certaines maladies génétiques, mais ça va être une révolution scientifique bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Enfin, dernière remarque peut-être en tant que ministre de la Santé. J'ai à faire face à une ambivalence des Français qui est complexe. On veut tous accéder au progrès, surtout quand on est malade. Et c'est bien légitime, on veut les meilleurs médicaments le plus vite possible, et c'est légitime ô combien. Et à la fois, on aspire tous à beaucoup de sécurité, que l'État nous protège, que l'État évite les scandales sanitaires, que l'État mette des normes. Et ces deux désirs, pour un ministre, sont très incompatibles, en fait, très compliqués à gérer. C'est cette balance entre promouvoir l'innovation tout en la régulant, qui est mon travail aujourd'hui. Je ne crois pas dans les grandes agences internationales. Je n'y crois pas. Je crois que c'est à nous tous, aujourd'hui, citoyens, avec notre conscience, de nous porter garant de ce que l'on souhaite pour l'homme de demain. C'est à nous, aujourd'hui, de réfléchir à la société que nous voulons pour demain. Les agences internationales, elles sont toujours en retard d'un train. Elles sont en retard, elles loupent les grands progrès, elles loupent les innovations de rupture. Parce que ce progrès va tellement vite que ces structures, elles ont cette inertie qui font qu'elles sont toujours en retard. Donc je crois que c'est à nous, citoyens, d'être vigilants. Moi, en tant que ministre, évidemment, je ferai mon travail de régulation. Je serai vigilante, et le fait peut-être d'être médecin et d'avoir été chercheur me permet peut-être d'anticiper, peut-être plus vite que mon administration parfois, quelles vont être les grandes révolutions de demain. Mais je pense que la meilleure garantie pour la société de demain, c'est nous, citoyens aujourd'hui. Qu'est-ce que nous léguons à nos enfants? Et c'est cette vigilance-là que je souhaite partager avec vous. Si je peux rajouter, merci. Si je peux rajouter une question à ce que vous dites. Alors, je comprends très bien, il ne faut pas être dupe, une agence internationale ne résout pas à elle seule la question, mais certains pays autorisent la recherche sur l'embryon humain, c'est le cas de la Chine et de quelques autres pays. Il y a une réglementation, la France, elle, ne l'autorise pas. Est-ce que, ou dans certaines limites, en tout cas, quelles sont les limites? Voilà, qu'est-ce qu'on peut s'autoriser de faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas s'autoriser de faire pour favoriser l'innovation, donc un mieux-être, mais sans tomber dans la dérive?
Aujourd'hui, il y a une régulation évidemment très forte sur la recherche sur l'embryon. Donc, elle est autorisée à des fins cognitives, évidemment. Elle n'est pas autorisée à des fins de réimplantation d'embryons transformés. Donc, il y a une régulation très forte. Cette recherche existe. Alors, quand on dit embryon, ce sont en général, c'est 4 cellules. Hein. C'est 4 cellules, 8 cellules. Hein. On n'est pas... soyons clairs. Hein. Pas un enfant. Embryon fait penser qu'on est sur des amas de 4 cellules. Donc cette recherche-là, aujourd'hui, elle est autorisée uniquement à des fins cognitives dans notre pays, dans tous les pays de l'OCDE. Après, vous parlez de régulation internationale et d'agences. Le problème, c'est la fraude. Tous les pays raisonnables ont une régulation, évidemment. Le problème, c'est ce qu'on ne maîtrise pas, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se fait dans certains pays. Et ça, malheureusement, c'est très difficile d'intercepter. Voilà. Donc, sur les agences de régulation internationale, on en parlait tout à l'heure avant de venir, l'AIEA n'a pas empêché la prolifération nucléaire, ni les accidents de Fukushima ou de Tchernobyl. Enfin, donc les agences internationales, c'est intéressant parce que ce sont des lieux d'échange et de réflexion. Donc il en faut, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, c'est quand même un moment où tous les États s'harmonisent sur le plan de la réflexion. Pour autant, considérer qu'on va être protégé par une agence internationale, je pense que non. Je pense que c'est la vigilance citoyenne. C'est la vigilance citoyenne qui fait qu'aujourd'hui, on a tous conscience qu'on peut toujours augmenter l'espèce, la faire vivre indéfiniment, mais qu'on n'est pas sûr que notre Terre sera capable de recevoir cette espèce C'est pour ça que les transhumanistes veulent conquérir d'autres planètes, d'ailleurs. Oui, voilà. Donc, je pense que c'est cette vigilance citoyenne qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde a la conscience de la fragilité de notre monde et que c'est notre monde qu'on doit protéger plus que l'espèce. Une dernière question, mais qu'on peut poser aux médecins que vous êtes, mais également à Guy Valencien. Vous avez posé la question, qu'est-ce que va devenir le médecin? Et c'est un vrai sujet, pas seulement à cause de ces technologies-là, mais des progrès de l'informatique. IBM Watson, aujourd'hui, est un support tel que dans la recherche, notamment pour tout ce qui concerne le cancer, il est aujourd'hui bien plus capable d'apporter des réponses à des questions qu'aujourd'hui aucun médecin, même le meilleur soit-il, serait capable d'analyser. Donc peut-être Guy, pour reprendre la parole là-dessus, sur l'évolution du médecin. Moi, je vais être aidé par l'ordinateur. Mon savoir est de plus en plus partagé par tout le monde et il est dans la boîte. Et on a le même accès à la connaissance qu'on soit malade ou médecin. Donc c'est l'ordinateur qui va m'aider. C'est lui qui de plus en plus fera le diagnostic, allant chercher des hypothèses rares auxquelles je ne pense pas moi-même. Et sur le plan de l'agir, c'est la même chose. De plus en plus, la machine va me remplacer. Alors que me restera-t-il, comme disait Jacques Dutronc, et moi, 700 millions de Chinois, c'était il y a 40 ans, ils sont 1,3 milliard. Mais et moi, que vais-je devenir? Je vais revenir à l'essentiel de mon métier, qui est celui de la relation humaine et de la consultation lente. Le plus beau, même étant chirurgien, c'est quand le malade, à la fin de la consultation, vous dit « Et docteur, si c'était vous ?» Donc, il vous demande, faites pour moi ce que vous feriez pour vous. C'est donc l'expérience qui va me rester. Ce n'est plus le savoir ni l'agir. Et ça, les petits carabins ne sont pas rodés à ça. Et mes copains doyens n'ont pas encore compris cette histoire-là. On continue à faire des études extrêmement longues avec des matières qui n'ont plus aucun intérêt. Alors qu'on devrait s'occuper beaucoup de psychologie, d'empathie, de communication et de savoir-faire, de savoir-être ensemble. Philippe, allez-y, oui, je vous en prie. Pour compléter sur l'intelligence artificielle, moi je vois certains écrits de certains médecins français sur le fait que l'intelligence artificielle va remplacer le médecin. Moi, je pense, comme Guy Valencien, que ça n'est absolument pas le cas. Quand est apparu le premier appareil de radiologie où on voyait à l'intérieur du corps humain, la radio n'a pas remplacé l'examen clinique ou elle a transformé la médecine, l'exercice médical, mais comme un outil. De la même façon, l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'être plus intelligents dans nos diagnostics, dans nos pronostics, elle va ouvrir d'autres champs à la médecine. Elle va être un outil de plus pour le médecin, elle ne va pas remplacer le médecin. Parce que ce qui fait le médecin, c'est aussi sa capacité de capter auprès du malade ses désirs, ses besoins, le contexte. Et je pense que ça transformera l'exercice médical comme la biologie, la radiologie l'ont transformé. Ce sera un outil de plus, mais je ne pense pas que ça remplacera la médecine. Une question qui me vient à l'esprit, Simone Veil, qui a été ministre de la Santé et de la Solidarité, a été une ministre qui
évidemment, a fait faire un certain nombre de progrès, non seulement de la société, de changement, changer aussi. Il y a un moment, est-ce que la médecine est prête, est-ce que la société est prête à accepter un certain nombre de changements? Ça a été le cas dans le cas de Simone Veil, puisqu'elle a forcé des changements qui n'étaient pas forcément mûrs dans les esprits à l'époque, mais qui aujourd'hui sont acceptés. Donc il y a un décalage entre l'état d'une société et l'état de la science. Qu'est-ce que vous dites, alors, si on se projette dans l'avenir, parce que si on sait que ces progrès vont arriver, et ils vont arriver, il va falloir préparer la société à ces changements. Peut-être Paul, et on peut débattre de cette question. En tant qu'anthropologue, j'ai un peu tendance à résister au discours qui se tient depuis une quarantaine d'années et qui nous dit qu'il n'y a que les individus et que la collection des individus constitue la société et que si l'on augmente notre liberté individuelle et notre responsabilité individuelle, tout va être résolu automatiquement. Alors, un regard sur les sociétés, historiquement et dans l'espace, montre qu'il y a toujours à l'intérieur des sociétés une dialectique entre les individus et les structures existantes qui sont des institutions, qui peuvent être la religion, qui peuvent être le système de droit, etc. Alors, je mettrai un peu en garde contre le risque d'imaginer que le pouvoir du citoyen en tant que tel, et bien sûr, le citoyen doit être conscient, doit exiger des choses, mais qu'il peut résoudre tous les problèmes simplement par, je dirais, par un désir qui émergerait de l'ensemble de ce que nous sommes tous. Il y a effectivement un courant dans la société qui dit qu'en faisant cela, tout va changer. Je ne pense pas, parce qu'il y a des institutions qui sont assez immuables. Par exemple, le fonctionnement de nos sociétés, bien davantage que par l'influence des constitutions, est défini par des règles comptables qui nous disent que telle et telle personne va recevoir tel type d'argent et telle autre pas. Et ce sont des systèmes qui sont en dehors du pouvoir de décision du citoyen. Ce sont des organismes privés qui décident de cela. Donc il faut faire un peu attention. Et au-dessus des institutions, on a tendance à parler de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose en fait qui est destiné à disparaître. Chaque fois qu'une technique dite d'intelligence artificielle est introduite, par exemple dans un smartphone, on cesse de parler d'intelligence artificielle, on parle simplement de l'informatique. Mais l'informatique est en train d'être une troisième instance par rapport aux citoyens, aux institutions, parce que nous confions de fait, pas nécessairement à de l'intelligence artificielle, mais à l'informatique en tant que telle, nous confions des décisions de plus en plus. Les grands systèmes économiques ne sont plus calculés avec des règles à calculer, ni même avec des calculettes. Ce sont des systèmes, ce sont des bases de données qui décident de ça. Les machines à faire du diagnostic, ce sont essentiellement des grandes bases de données, etc. C'est une question de puissance de calcul, de rapidité de calcul, et cela nous dépasse. C'est un peu anecdotique quand on nous dit, oui, une firme japonaise a nommé un ordinateur, un robot dans son conseil d'administration. Mais ça, je dirais, c'est l'aspect gimmick. Mais dans la réalité, oui, la machine est en train, et pas simplement de nous compléter, elle nous remplace aussi, et particulièrement dans le domaine du travail, dans des tas de postes où il y a 10 ans, on nous disait, vous verrez, la machine ne collaborera avec l'être humain. En fait, l'humain a disparu de fait, et nous n'avons pas, je dirais, de grand pouvoir là-dessus. C'est l'économie, c'est le marché, c'est la logique du profit qui fait que l'individu n'est pas rentable, l'individu humain n'est pas rentable par rapport à la machine. Il y a des robots qui font un très bon boulot, qui coûtent 20 000 €. C'est l'équivalent je crois, de 18 mois de la personne qui est remplacée. Cette logique-là va faire que, sinon l'intelligence artificielle, l'informatique va dominer de plus en plus notre monde, avec un pouvoir pour nous, comme citoyens, de décider ce qui va se faire ou non, qui est quasiment nul en réalité. Philippe Lamoureux. Pour répondre à la question du rôle du médecin, je crois qu'on va surtout vers une interpénétration des disciplines et que demain, il faudra mixer des compétences de médecins, d'ingénieurs. Et j'adhère assez à ce que dit Guy sur la dimension le rôle de médiation du médecin qui n'est peut-être pas suffisamment aujourd'hui appris et développé dans les cursus de formation. Le deuxième élément sur l'informatique, on en a peu parlé, mais c'est vrai que le big data va être une révolution absolument fantastique. Elle l'est déjà. Et par exemple, dans le domaine que je connais bien, qui est celui du médicament, le développement de ce big data va permettre le suivi en vie réelle des patients. Ça va permettre probablement de donner accès de façon plus précoce à certaines molécules innovantes et ensuite de pouvoir surveiller ce qui se passe en vie réelle à partir de la collection des datas qui seront à disposition. Donc c'est un outil fantastique pour ouvrir de nouvelles pistes de recherche,
mais également pour développer des études en vie réelle, pour voir ce qui se passe en pharmacovigilance, pour voir ce qui se passe au plan de l'apport du médicament à l'innovation thérapeutique. Ça va d'ailleurs peut-être aussi permettre de régler une partie des problèmes de financement de ces innovations au travers de mécanismes de pay for performance. Guy Valencien, qu'est-ce qu'un médecin peut dire à des parents s'il s'avère qu'un certain nombre de technologies, de techniques permettent de garantir que l'enfant à naître pourrait éviter un certain nombre de maladies, si c'est possible? Comment résister à la demande sociale de dire on va pouvoir guérir, parce qu'on sait que ça va arriver, d'un certain nombre de maladies de façon anticipée. Et donc, il va y avoir une demande de la société pour dire mais si c'est possible en Chine, pourquoi ça ne serait pas possible en France? Non, mais c'est tout le débat, parce que, effectivement, si on peut réparer une malformation in utero, pourquoi pas? Le problème, c'est est-ce qu'ensuite on va augmenter un homme dit à peu près normal pour le faire plus grand, plus beau? Le vrai problème, ça existe déjà. Aux États-Unis, pour $30 000, à Los Angeles, vous pouvez choisir la couleur des yeux, la taille de votre enfant. Alors, que va-t-il se passer? C'est que celui ou celle qui va naître et qui sera blonde avec des yeux verts et qui fera 1,78 m va dire à ses parents, peut-être, tu sais, moi j'aurais voulu être brune avec des yeux bleus et faire 1,75 m, je te fais un procès. Car nous ne sommes que des passeurs, on en est là. Pour l'instant, les enfants ne sont pas à nous, ils ne sont qu'une transmission. Mais le jour où nous les aurons choisis physiquement, intellectuellement, ils pourront nous en vouloir. Parce qu'ils ne seront pas d'accord avec nous d'avoir été faits comme ça. C'est un vrai problème. Je ne ris pas. Ça nous fait marrer, mais moi, je ne ris pas du tout. Et donc, il faut savoir jusqu'où où mettons les limites dans cette aide aux malformations. Bien sûr qu'il faut les utiliser, tous les produits que l'on peut. Je le répète, pas de restriction au progrès scientifique pour la réparation. Je pose également la question à Agnès Buzyn sur le rôle de passeur des pouvoirs publics sur ces changements. Il va y avoir quand même, vous vous en doutez bien, vu ces progrès, une question sociétale qui va arriver. D'abord, je voudrais rebondir sur cette question qui rejoint celle de l'eugénisme. C'est ce qu'on disait avec Philippe Lamoureux. Hein. C'est jusqu'à quand souhaitons-nous des enfants parfaits? Moi, je dois dire que, quelque part, la maladie, le handicap et la façon dont une société accompagne la maladie et le handicap, c'est aussi cette humanité-là qui fait que... je vais vous donner une anecdote. Plutôt, je vais expliquer ma pensée. Une anecdote, quand j'étais médecin à Necker-Enfants Malades, une femme souffrait d'une maladie des os de verre. C'est une maladie très invalidante qui fait qu'on vit en fauteuil roulant et qu'on est très, très handicapé. C'est des os qui se fracturent. Et lors d'une consultation génétique sur son enfant, on voulait détecter donc la maladie chez son enfant pour lui proposer éventuellement une interruption de grossesse, une interruption médicale de grossesse. Et elle était dans une sorte de problématique morale qui était, après tout, moi j'ai vécu avec cette maladie. Dire que je ne veux pas un enfant malade de cette maladie, ça veut dire que quelque part, je ne me tolère pas moi-même. Et que moi-même, j'aurais souhaité mourir, et que si j'avais eu le choix, j'aurais demandé que mes parents ne me fassent pas vivre. Et c'était un vrai dilemme moral pour cette femme. Et je l'ai entendu comme quelque chose de très important. Ce qui veut dire qu'il faut être extrêmement prudent sur cette idée de l'enfant parfait. Je crois que ce qui fait notre humanité, c'est notre capacité à accueillir la diversité. Non pas que je trouve ça bien de vivre avec un handicap, évidemment, mais aussi notre capacité sociétale à accepter l'autre dans ses différences, c'est ce qui fait notre humanité. Donc, une humanité avec que des hommes parfaits... Le transhumanisme, en fait, la réponse, c'est un nouvel humanisme. Finalement, c'est ça que vous nous dites. Oui. On a parlé de vie éternelle, on va prendre des questions dans la salle, mais avant... On a parlé de vie éternelle. Vous avez pris des positions, vous avez dit que vous étiez favorable à la dépénalisation de l'euthanasie. Donc on n'est plus dans la vie éternelle. Vous avez pris des positions. Enfin, je crois avoir vu que vous avez accepté que ce débat ait lieu dans la société. Qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui? D'abord, il y a énormément de choses sur les blogs. Alors si c'est faux, c'était une fake news. Je retire la fake news. Que pensez-vous du débat sur la dépénalisation de l'euthanasie? En l'occurrence, moi, je pense que la loi Claes-Leonetti, qui permet la sédation prolongée pour les patients en fin de vie, douloureux, etc., est une excellente loi. Elle a eu lieu donc, il y a 2 ans. Elle a amené à une loi qui répond aux besoins des malades en fin de vie. La seule chose qu'elle ne couvre pas,
c'est effectivement ce qu'on appelle l'euthanasie, c'est-à-dire le fait qu'une personne qui n'est pas stricto sensu en fin de vie décide à un moment de mettre fin à ses jours avec l'assistance médicale. Moi, je ne me suis pas prononcée pour, contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Pas du tout. Comme ça, vous avez l'occasion de le préciser. Non, mais si vous saviez tout ce que je lis, bon, bref. Non, mais là, on a l'occasion de vous entendre vraiment. Voilà. Donc, vous dites, non, je il trouve faut que regarder. la loi Claes-Leonetti a répondu à une vraie problématique des médecins qui font de la cancérologie notamment, qui sont des malades qui souffrent énormément en fin de vie, et permet une sédation profonde et prolongée, un apaisement, un accompagnement digne de ces personnes. Voilà, ça n'est pas l'euthanasie, ça. L'euthanasie, c'est autre chose, et c'est encore un autre débat sociétal. Aujourd'hui, je crois que la société n'est pas du tout mûre pour ce débat. Certains pays l'ont fait, pourtant Certains la pays Belgique. l'ont fait, mais je pense que la société française aujourd'hui doit déjà s'emparer de la loi Claes-Leonetti et doit déjà l'appliquer correctement. Bien, merci beaucoup d'avoir pu préciser, et pardonnez-moi d'avoir lu les blogs. Je ferai attention la prochaine fois. Guy, un mot. Un mot et on va prendre les questions dans la salle. Guy, oui. Juste un mot. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Agnès Buzyn parce que je reviens de Belgique où nos voisins, dont vous êtes, ont une capacité d'accepter l'euthanasie. On va à l'hôpital, on est vu par des médecins, bien sûr, et le jour où on veut finir sa vie, ils s'occupent de vous et ça se passe très bien. C'est notre seule liberté, je suis désolé, mais nous n'avons pas la liberté de naître. Nous avons un petit peu de liberté de nous développer et de faire ce que l'on est au fur et à mesure, mais notre vraie liberté, c'est de disparaître. Et moi, je suis là-dessus extrêmement calme, et je pense que nous sommes dans une civilisation où la mort a été vécue comme... dans l'Occident chrétien, un Christ en croix avec une couronne d'épines, des clous dans les mains, dans les pieds. On a une vision de la mort terrifiante dans notre Occident européen. Et je suis de ceux qui pensent que c'est un effet naturel. Nous ne sommes que des passeurs et qu'il y a un moment, comme le disent les vieux, j'ai fait mon temps et je peux partir. Et je pense que pour cela, je suis, moi, en acceptation tout à fait d'une euthanasie. Merci. On n'a pas tranché ce débat, on n'a pas parlé de tout. On va prendre quelques questions dans la salle, parce qu'on a quelques minutes, mais on va commencer, c'est la tradition, par... la question de l'étudiante, pardon, mais on vous donne la parole juste après. Margot Dantan, allez-y. Oui. Bonjour à tous. Alors, je voulais juste rebondir sur ce que disait Guy Valencien un peu plus tôt. Je pense justement que les thèmes de l'écologie, du transhumanisme ne doivent pas être traités séparément. Et j'en viens à ma question. Donc, l'écologie et le bien-être naturel sont des sujets incontournables dans notre société. Et selon vous, est-ce que le développement d'un modèle sociétal qui prône davantage un retour à la nature, est-ce que ça va s'accompagner d'un rejet du transhumanisme ou non? Merci. Alors, Guy. Non, je ne pense pas. Attendez, l'écologie est une très belle science. C'est la science de tous les possibles. C'est le rapport des êtres vivants à la nature. C'est ça, l'écologie. Ce que je déteste, c'est l'écolatrie. C'est tout différent. Hein, et en revanche, donc, je ne vois pas, on ne va pas retourner à la nature. Nous allons poursuivre notre chemin. Simplement, ce que je ne veux pas, c'est que, je répète, cette augmentation... alors, on me dit le Viagra. Tu comprends, le Viagra, c'est déjà une augmentation. Non, le Viagra, c'est fait au départ, c'est un médicament qui est fait pour des hommes impuissants. On me dit, mais la chirurgie plastique, je suis désolé, quand on veut se faire refaire le nez, les seins ou autre chose, c'est qu'on n'est pas bien dans sa peau, donc on a un mal-être. Sinon, on ne le fait pas. Et on peut multiplier les vaccins. Agnès Buzyn le dit et le défend parfaitement. Les vaccins, non, ce n'est pas une augmentation, comme le disent les transhumanistes. C'est simplement une activation de nos capacités de défense. Bref, donc on est en train de tricher sur les mots. Et je pense que l'écologie est utile, elle est indispensable, mais nous ne reviendrons pas à Rousseau et au paradis terrestre d'avant la pomme. Madame la ministre, peut-être sur cette question, peut-être juste sur les vaccins, moi je me permets, parce qu'il y a ce débat de l'actualité, 11 vaccins supplémentaires, et alors la France a peur. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a fait le premier vaccin, on a augmenté l'espérance de vie, et là aujourd'hui, on ne voudrait pas 11 vaccins? D'abord, si notre espérance de vie a autant augmenté ces dernières années, c'est grâce au plus grand progrès de la médecine qui a été la vaccination. C'est réellement la plus grande découverte qui a eu lieu et qui a sauvé des centaines de millions de vies. On est le pays qui a inventé le plus de vaccins. Pasteur, Roux, Calmette, c'est le BCG, c'est tous les vaccins que nous connaissons, beaucoup ont été inventés en France et ont été utilisés depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et ça, c'est bien la preuve que la société n'évolue pas
en même temps que le progrès. Voir que la société peut régresser, que le progrès a des soubresauts. On a tellement oublié les maladies infectieuses qu'on considère qu'elles ont disparu. On a tellement oublié les maladies infectieuses qu'on ne voit plus dans les vaccins que de potentiels effets secondaires qu'ils peuvent avoir. Ils sont très rares, mais qui existent, ils sont très très rares. Au point où on se sent protégé. Et on a une mémoire extrêmement courte, et donc notre société ne se protège plus parce qu'elle ne croit plus en vaccin. Comme si on croyait, ou croire ou ne pas croire au vaccin. Ce n'est pas une question scientifique. Les vaccins, ça marche, ça fonctionne, ça a sauvé des centaines de millions, voire des milliards d'êtres humains. On est le seul pays au monde où la défiance des vaccins est à ce point ancrée dans la population. Les autres pays, ils ont confiance dans leurs vaccins à 95%. Nous, on est à 44% de confiance dans les vaccins. Moralité, il y a des gens qui ne vaccinent plus leurs enfants. En fait, ils comptent sur la protection des autres, qui fait qu'il n'y a plus d'épidémie, pour en fait protéger leurs enfants. Donc, ils comptent sur la solidarité des autres pour que leurs enfants ne soient pas atteints. Mais le problème, c'est qu'à force de ne plus vacciner les enfants, on a des épidémies de rougeole, on a des méningites, on a des gosses qui meurent chaque année de maladies totalement évitables. C'est insupportable. Je suis ministre de la Santé, je suis médecin, je suis chercheur. Il y a des gosses qui meurent de méningite. Je pense au drame de ces familles, de parents qui, par négligence ou parce qu'ils n'ont pas cru au vaccin ou qu'ils ont lu un blog, n'ont pas fait vacciner leurs enfants contre les oreillons, la rougeole, et qui ont un gosse qui meurt de rougeole. Mais alors, je prends mes responsabilités, eux ont peur. Donc l'État n'a pas peur. Je dis aux gens, ayez confiance dans les vaccins. Il n'y a pas de danger. Protégez vos enfants. Voilà. Je prends mes responsabilités. Je crois que c'était bien qu'on vous ayez l'occasion de le dire. Merci. Et de le redire. Alors, la question... Merci. Guylaine Alain-Joanine, présidente du Haut Conseil de la télésanté télémédecine. D'abord, vous dire la phrase de Raymond Barre, on est toujours puni par son manque de courage. Alors, courage. Ma question, en fait, c'est quelques petites questions. La première, c'est tout cela. Est-ce que véritablement, ça va nous rendre plus heureux? Première question. Deuxième question, est-ce que ce n'est pas le progrès de faire en sorte qu'il y ait une santé équitable pour tous, partout? Ça, on n'en a pas parlé. Troisième question. Ce sera la dernière. Hein. Oui, je la termine, t'inquiète pas. La troisième, c'est en sorte, il faut adapter la technologie à l'humain, à la personne, et non faire le contraire. Ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et c'est là l'abîme. Et pour tout cela, il y a une réponse, c'est la convivence, qui est en fait la conjugaison du vivre ensemble et de la bienveillance. Autrement dit, le partage des capacités de chacun au bénéfice de tous, dans un intérêt commun, une cohabitation harmonieuse et intergénérationnelle. Alors, ça c'est peut-être Philippe Lamoureux, un mot sur l'accès. Cette question de l'inégalité d'accès, de médecine à deux vitesses, de médicaments qui ne sont pas accessibles. Oui, sur la santé, sur l'accès équitable, moi j'ai plutôt le sentiment, même si ça peut vous étonner, qu'on progresse. Ce que je veux dire par là, c'est que pour prendre un exemple que je connais bien, qui est le sujet de l'Afrique, les nouvelles technologies ont vraiment révolutionné les systèmes de santé africains, parce qu'aujourd'hui, avec la téléphonie mobile, tout le monde peut avoir accès à des systèmes de soins où qu'ils soient. L'Afrique est un continent dans lequel la téléphonie mobile se développe énormément, et on voit bien l'apport des nouvelles technologies à la santé. D'autre part, quand on regarde l'accès à l'innovation, c'est vrai que c'est un débat que nous avons actuellement autour du thème du prix de l'innovation. Il est clair que les systèmes occidentaux financent indirectement, c'est une forme d'aide au développement, l'accès à des traitements bon marché dans des pays en développement. Et d'ailleurs, les Américains eux-mêmes, le président Trump s'est exprimé récemment pour expliquer que les États-Unis considéraient qu'eux-mêmes finançaient les systèmes de santé européens. Donc il se crée une espèce de solidarité qui n'existait pas il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, probablement liée à l'accès au traitement du sida à l'époque de Pretoria, qui fait qu'aujourd'hui on est plutôt dans une voie de progression. Mais comme je le disais tout à l'heure, si on ne dégage pas des marges d'efficience dans notre système, si on ne s'adapte pas beaucoup plus vite qu'on est capable de le faire aujourd'hui, il a fallu 30 ans pour adapter la taille des maternités au progrès de la chirurgie obstétrique. Et donc c'est cette difficulté que nous avons à mettre en adéquation
l'arrivée des innovations et l'adaptation de nos systèmes de santé qui crée une difficulté, qui est une difficulté réelle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, allez-y. Est-ce qu'on vous a donné un micro? Allez-y. Merci de vous présenter, pardon. On va vous donner un micro peut-être quand même, parce que je vous assure qu'on ne vous entend pas. Donc, avant tout, Moumouna Champin, donc je le répète, je suis médecin. Et pour la deuxième fois, je répète aussi bravo au panel d'experts pour ce très très beau topo plein d'émotions et d'empathie. C'est beau à voir. Moi, j'ai une question très pragmatique. On parle beaucoup effectivement de génomique, vous en avez parlé, beaucoup de modalités finalement, les essais cliniques ont beaucoup tendance à évoluer en tenant compte effectivement de la génomique, du big data. Or, aujourd'hui, on est confronté finalement à, d'une part, le développement de nouveaux médicaments pour nos patients et des modalités d'accès qui ne suivent malheureusement pas en termes d'accès finalement de ces innovations pour les patients. Donc, moi, ma question, c'est comment faire finalement pour... entre le débat qu'on a eu aujourd'hui sur le transhumanisme et l'accès simple, pragmatique pour nos patients aux innovations thérapeutiques. Vous avez parlé tout à l'heure de l'immunothérapie, mais pas que. Comment faire finalement pour trouver un juste milieu et que, conformément aux États-Unis, conformément à nos autres collègues européens, dès qu'un médicament a son AMM, il puisse être effectivement disponible pour nos patients. Voilà. Y compris les médicaments les plus chers. Alors. Merci, madame. Peut-être, je ne suis pas sûre de comprendre, en fait, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, notre système de santé garantit l'accès aux médicaments pour tous. Tous, y compris les plus vulnérables, y compris les gens à la CMU. En fait, tout le monde accède aux médicaments dans notre système de soins à partir du moment où il est remboursé. Ce qui peut prendre du temps, c'est entre le moment où le médicament est autorisé et le moment où il est remboursé. Ça peut prendre 1 an. Mais quand un médicament est très utile et qu'il est repéré comme très utile, il y a un système qui s'appelle les ATU, l'autorisation temporaire d'utilisation, qui permet au médicament, avant son remboursement, d'être accessible aux équipes. Donc, en théorie, la France est très innovante et probablement un des pays les plus innovants pour l'accessibilité aux médicaments de façon très précoce. Et je tiens à rassurer tout le monde aujourd'hui, 100% des Français ont accès aux médicaments les plus chers. Il n'y a aucune barrière. Donc pour l'instant, ce débat sur le prix du médicament, il est pour la soutenabilité de notre système à terme, mais pour l'instant, il n'y a pas de médecine à 2 vitesses dans notre pays en termes d'accès aux médicaments, y compris coûteux. Moi, je me porterai garante de cette équité d'accès. Je l'ai profondément ancrée en moi. Voilà, j'ai fait de la greffe de moelle dans ma vie et c'était la thérapeutique la plus chère. Une greffe de moelle, c'était plus de 1 million de francs à l'époque. Et je me souviens qu'on greffait tout le monde, y compris les SDF, parce que c'est ça la médecine française. Bravo. Peut-être un mot, et ensuite on va conclure, un mot de Philippe Lamoureux sur cette histoire du financement de l'innovation. C'est quand même un vrai sujet, le prix du médicament. Il faut à la fois faire de la recherche, ça coûte très cher, trouver de nouveaux médicaments, et la question de la transmission vers une médecine. Et la France a une position qui est peut-être particulière par rapport aux États-Unis, cette accessibilité à tous. En 2 mots, si vous regardez les choses d'une façon macroéconomique, pardon de faire un petit peu d'économie, mais après tout, on est au jour des DEX. Aix-en-Provence, c'est autorisé. Voilà. Donc, si on fait un petit peu de macroéconomie, je voudrais rappeler que l'enveloppe des dépenses de produits de santé est stable depuis 6 ans en France. Ce qui veut dire que nous avons absorbé le choc des traitements de l'hépatite C et le choc des nouveaux anticancéreux à moyen constant. Nous sommes d'ailleurs le seul pays d'Europe à n'avoir pas connu de croissance économique, alors que tous nos voisins ont renoué avec la croissance. Donc au plan macroéconomique, comme l'a dit Agnès Buzyn, la situation a été gérée rétrospectivement sur les 5 ou 6 dernières années. Ce n'est pas pour autant que le sujet ne va pas se poser dans les années qui viennent, notamment parce qu'on va voir arriver, ça fait partie des grandes innovations du moment, ce qu'on appelle des combothérapies, c'est-à-dire des combinaisons de molécules chères, notamment dans le domaine du cancer, et nous devons adresser ce sujet. La difficulté, c'est que là aussi, on est en face d'un oxymore, hein, c'est-à-dire qu'on nous reproche l'opacité du système et sa complexité, alors qu'en réalité,
L'avenir est probablement à la diversification des outils de prise en charge de ces innovations. Il va falloir faire preuve d'imagination. Il va falloir, par exemple, développer des systèmes, je l'ai dit tout à l'heure, de pay for performance. Il va falloir développer, pourquoi pas, des systèmes de tarification par indication. Il va falloir imaginer des systèmes de remise glissante. C'est vrai que quand vous prenez des traitements comme les traitements de l'hépatite C, vous avez un coût énorme pour le système de santé, mais qui est concentré sur 3 ans et qui fait disparaître une pathologie. Donc est-ce qu'on ne peut pas étaler la prise en charge de ces traitements sur plusieurs années? Donc il faut vraiment qu'on se penche avec les pouvoirs publics sur la rénovation de nos systèmes pour pouvoir faire face à ces innovations. Merci. On va prendre la dernière question. Désolé, ça sera la dernière et ensuite on va conclure. Donc Catherine Oulès, alors je travaille dans une banque, mais je suis aussi mère de 3 enfants. Donc moi, je voulais savoir s'il n'y avait pas une problématique quand on vous écoute, du fait qu'à force d'avoir créé toutes ces institutions et régulations, etc., quelque part, les individus ou les citoyens se sont dédouanés ou désinvestis finalement de ces problématiques. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver le moyen que les individus ou les citoyens puissent être plus actifs dans ce débat? Et la deuxième chose, ça rejoint un peu l'histoire de l'homme augmenté. La question, est-ce que c'est pas finalement comme les surdoués qui finalement ont une maturité affective trop petite par rapport à leur capacité intellectuelle? Est-ce qu'au lieu de vouloir toujours réguler la partie et le progrès scientifique, est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à augmenter finalement la maturité affective, travailler sur les aspects humains, l'aspect humaniste, et de ce fait, quelque part, arriver à des hommes qui sont effectivement plus évolués. Merci. Oui. Paul Jorion, et puis après on conclut. Sur cette question-là, on a utilisé cette phrase tout à l'heure de dire que malheureusement le progrès moral de l'homme ne suit pas son progrès technologique. Et quand on dit cela, on attire l'attention sur le fait que le développement technologique a une certaine dynamique et qu'elle est indépendante d'une évolution dans le sens qu'on souhaiterait de la nature humaine. Et là, je crois qu'il faudrait que, dans le sens de ce que vous dites, il faudrait que nous intégrions une fois pour toutes le fait que la chose qui nous caractérise, en tout cas comme animal par rapport à d'autres, bon, j'ai parlé tout à l'heure du fait que nous sommes conscients de notre mort, mais c'est aussi que nous sommes des génies sur le plan technologique. C'est une chose que nous avons su faire et que là, nous sommes absolument remarquables, mais que nous n'avons pas véritablement intégré cela dans une représentation de nous-mêmes. On emploie encore toujours le terme d'artificiel. On considère que c'est quelque chose en plus qui ne serait pas naturel. On oppose le mot artificiel à naturel, les technologies que nous utilisons. Il faut, et ça c'est peut-être, je dirais, bien sûr, le transhumanisme, il y a plein de gens qui sont absolument délirants, qui nous en parlent, mais il faut retenir une dimension là, c'est que nous devons avoir une certaine fierté d'être capables de nous modifier et de changer le monde comme nous l'avons fait. Mais il faut que nous reprenions le pouvoir, effectivement, en tant que citoyens, sur le sens vers lequel ça va aller. Parce que sinon, nous verrons que nous pouvons tous refuser ici l'homme augmenté, mais que le soldat augmenté aura lieu nécessairement. Merci. La prochaine table ronde commence à se manifester à la porte, donc nous concluons avec Pierre-Yves Geoffard. Votre rapport d'étonnement, est-ce qu'on a bien découpé le sujet? Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion en 1 minute? Oui, alors 1 minute. Bon, on a parlé d'adaptation des systèmes, d'adaptation des sociétés à l'innovation. L'innovation, elle cavale les organisations sociales, les réponses sociales, le marché du travail, on n'en a pas parlé, mais eux évoluent plus lentement, donc il y a cette disjonction des rythmes. On a parlé d'objectifs qui étaient plutôt d'améliorer la qualité de vie plutôt que de la quantité de vie. Et on a beaucoup parlé de la régulation de l'innovation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'innovation soit vraiment au service. Je vais vous raconter une anecdote en conclusion, simplement. J'étais à une conférence un peu de ce type, organisée par un assureur, autour de la prise en charge de la dépendance, donc de la perte d'autonomie. Et puis alors, donc il y avait plein d'éléments techniques, de conférences techniques sur les nouvelles règles prudentielles, etc. Et puis il y a toujours un petit événement un peu divertissant dans ce genre d'événements, qui était la présentation par on va dire une start-up française qui fabriquait des exosquelettes.
Et donc, les exosquelettes, bah, c'est des choses qui permettent d'augmenter quelque chose. Et alors, évidemment, comme c'était dans le cadre d'une journée de prise en charge de la dépendance, moi je me disais, on va voir des démonstrations d'exosquelettes qui permettent à des personnes qui ont perdu une mobilité de retrouver, de recommencer à marcher, etc. Et là arrive la démonstration, et les organisateurs étaient un petit peu embêtés. Et alors, tout ce que la boîte qui présentait son travail et ses innovations, ses vrais travaux de recherche sur les exosquelettes, en fait, a présenté des vidéos de soldats qui portaient effectivement un exosquelette. C'était particulièrement impressionnant, parce qu'on avait des gars qui faisaient, c'était que des hommes, hein, c'était, pour l'instant, l'exosquelette, manifestement, n'est destiné qu'à des hommes, et étaient capables de faire des bonds de 5 mètres ou de 10 mètres avec donc c'était, et ils nous disaient, pour l'instant, nous, on travaille sur ces exosquelettes qui s'adressent à des gens qui sont des soldats en capacité de fonctionnement normal. Et oui, effectivement, on a aussi en tête de construire des exosquelettes pour des personnes qui ont perdu en mobilité, Mais aujourd'hui, les clients, c'est l'armée. On ne sait pas comment ces exosquelettes à destination de personnes en situation de perte d'autonomie seront remboursés, seront pris en charge dans le futur. Et donc, on ne sait pas très bien si c'est rentable de faire de l'innovation là-dessus. Et donc, il faut aussi s'interroger sur ces phénomènes qui sont, la demande, elle est là, la demande, elle n'est pas forcément là. Désolé de revenir et de terminer sur des éléments de nature économique. Nous sommes aux rencontres économiques d'Aix, donc il me reste à remercier l'ensemble des intervenants. Je crois qu'aujourd'hui, on a montré qu'on était capable à la fois d'associer des réflexions de nature économique avec également des éléments, j'ai entendu parler d'émotion, d'empathie. Et donc, oui, les économistes sont capables de parler de l'humanité et parfois sont capables de parler avec humanité. Et je m'en réjouis et je veux remercier l'ensemble des intervenants. Ça sera la conclusion. Merci.